Aujourd'hui, Pierre, dans son garage, reçoit Brian Perrault. Alors bonjour tout le monde, je suis avec l'auteur, l'écrivain, Brian Perrault aujourd'hui. Monsieur Perrault, bonjour, est-ce que ça va bien? Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir de faire cette entrevue avec toi. Donc là, vous êtes confiné dans le bois, vous m'avez dit tantôt, là. Vous êtes dans un chalet ou... Ben non, moi j'ai une chance absolue de vivre à Saint-Mathieu-du-Parc. Saint-Mathieu-du-Parc, c'est près du Parc national de la Mauricie, près de Shawinigan, là où je suis né. Et ma maison est vraiment complètement dans le bois, parce que j'ai un gigantesque, immense terrain à flanc de montagne. Ma maison est là-dessus. Et fait que je vis toujours finalement dans le bois, un peu confiné. Puis mon Internet fait 44 000 km, 44 000 km aller-retour, parce que je suis par satellite. Oh. Ça fait près de 15 ans qu'on m'annonce le câble, qu'on m'annonce la fibre. Ça fait 15 ans que je l'attends. Fait qu'en attendant, je voyage, je fais comme David Saint-Jacques. Chacun de mes messages, ça va dans l'espace, puis ça revient. Fait que des fois, ça coupe un peu. Voilà. Bon, ben, on va y aller tranquillement. C'est génial que vous puissiez vivre dans une telle maison, dans un bel endroit. Vous m'avez dit que vous veniez de Shawinigan. On va juste montrer où est-ce que ça se situe. C'est pas loin. En fait, quand on prend la 40, on a à un moment donné deux options. Hein. On tourne vers Trois-Rivières ou on s'en va chez vous. Ben, c'est ça. Si vous montez au nord, vous approchez de Shawinigan, puis vous voyez très bien le Parc national de la Mauricie. C'est que moi, je suis juste à côté, à l'entrée de Saint-Mathieu-du-Parc. Donc, c'est vraiment un endroit fantastique de nature. Puis de toute façon, Shawinigan, c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nature. J'ai un ami vietnamien qui reste à Trois-Rivières, puis qui dit souvent Shawinigan, c'est la ville dans la forêt. Donc, c'est ça. Avec l'accent. Donc, on a cette chance-là d'être près de la nature. Puis moi, j'ai été élevé à Shawinigan. J'ai grandi là, j'ai fait mes études là. Je suis allé vivre au Portugal pendant 1 an pour continuer mes études là-bas. Je suis revenu, j'ai fait mon cégep ici. Je suis allé à Montréal continuer mon parcours. Puis après ça, j'ai continué à Trois-Rivières. Puis je suis revenu dans ma région parce que bien que j'ai habité à plusieurs endroits, je me suis jamais senti chez moi, ailleurs que chez moi. Et chez moi, ben c'est ici. Donc, c'est là que je me sens bien. Voilà. Donc, c'est ici que j'habite. On dit que personne n'est prophète dans son pays. C'est pas votre cas. Ben, je peux dire qu'à Shawinigan, j'ai un bon appui de la population. Les gens reconnaissent beaucoup ce que je fais. Les gens reconnaissent l'importance de l'art, de la culture aussi dans leur vie. Et puis, ils sont très... tu sais, quand tu vis dans une petite communauté, tu sais, Shawinigan, c'est sûr, bon, il y a 50, 60 000 personnes, je sais plus trop. Je connais pas tout le monde, mais tu sais, si je vais à l'épicerie, tu sais, c'est sympathique. Les gens font « Hey, M. Perrault, bonjour, comment ça va? » Tu sais, même si je les connais pas. Donc c'est comme un immense village dans lequel moi, je suis connu, je connais pas tout le monde, puis les gens me saluent, puis j'ai l'impression d'être un élément important d'une communauté. Puis quand on est dans une communauté, puis on a un rôle, une fonction, ben on se sent à l'aise, puis on se sent accepté, puis bon, ben on a envie de continuer à faire ce qu'on fait. Je veux vous revenir sur votre parcours scolaire. Vous avez dit que vous avez fait toutes vos études à Shawinigan. Donc, c'est le primaire, le secondaire, le collégial aussi? J'ai fait mon primaire, c'est ça, primaire ici, secondaire également, dans 2 polyvalentes. Et puis ensuite, j'ai eu une chance exceptionnelle d'aller vivre 1 an. J'ai fait le programme d'AFS Interculture Canada. Puis je suis allé vivre 1 an au Portugal, où j'ai refait mon secondaire 5 là-bas. J'ai vécu dans une famille portugaise là-bas qui ne parlait pas français ni anglais. Oh. Donc, ça a été une fantastique expérience parce que j'allais à l'école dans une nouvelle langue que je connaissais pas du tout, le portugais. Et là, on commence, tu sais, ça commence le premier jour à table avec une fourchette, uma faca, garfo, uma mesa, prato, puis là, bon, et là, tranquillement, ben, t'assimiles la langue, et pendant 1 an, j'ai étudié, moi qui viens de Shawinigan, j'ai étudié à Almada, puis Almada, c'est l'autre côté du fleuve de Lisbonne, fait qu'il y avait une magnifique ville à côté. Wow. Puis j'y allais en bateau, fait le féerique, c'était exceptionnel. Magnifique. C'est quelque chose qui a marqué mon existence, ça. Vraiment marqué dans tous les sens. J'ai encore des amis au Portugal, j'y retourne aux 2 ans à peu près
J'ai mes habitudes à Lisbonne. C'est vraiment une seconde nature pour moi. J'ai gardé la langue, je lis, j'écris en portugais. Wow! Donc, et après ça, quand je suis revenu, j'ai fait mon collégial ici à Shawinigan. Puis il est arrivé quelque chose dans ma vie, je savais pas trop quoi faire, moi, de mon existence. Puis, à un moment donné, j'ai fait cégep en spectacle. Puis, j'ai fait un texte, puis je faisais un monologue, puis je fais ça. Puis j'ai gagné la finale locale. Fait que je me suis dit, c'est cool. Fait que je suis allé à la finale régionale, puis je l'ai gagnée. Après ça, je suis allé à la finale nationale en 88, puis je l'ai gagnée. Fait que je me suis dit, ça y est, je suis un comédien exceptionnel. Fait que je suis allé étudier en théâtre à Montréal. Mais je n'étais pas un comédien exceptionnel, c'était mon texte qui était bon. Ben oui. Je suis un peu trompé. Fait que j'ai étudié ensuite à Montréal pour devenir acteur et ensuite professeur de théâtre. Parce que je me suis vite rendu compte que jouer ne m'intéressait pas. Vraiment, ce qui m'intéressait, c'était les textes de théâtre. C'était les univers théâtraux. Alors, j'ai fait une maîtrise ensuite à Trois-Rivières en études québécoises, où j'ai étudié dans mon mémoire de maîtrise le loup-garou dans la tradition orale du Québec. Ce qui fait de moi le seul loup-garologue au Canada. OK. Mais c'est vraiment, j'ai la chance d'être avec le spécialiste des loups-garous ce matin. Wow! Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec une maîtrise en loup-garou? Rien. Rien. Vraiment rien. Parce que vous n'êtes pas appelé. C'est une maîtrise. Vous n'êtes pas appelé non plus sur des panels ou des tables rondes pour parler de loup-garou. Et comme il n'y en a pas beaucoup et j'ai pas une clientèle de gens qui se transforment en bêtes qui viennent me rencontrer pour régler leurs problèmes, ça sert à rien. Ça sert à rien puis ça sert à tout en même temps. Pourquoi? Parce que ça m'a permis d'étudier quoi? L'anthropologie de l'imaginaire, les grands symboles, la psychanalyse des contes de fées et toute une foule de livres théoriques que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie, qui ensuite sont la base de toute l'écriture que j'ai menée avec Amos d'Aragon. Fait que ça a donné quoi? Absolument rien dans la vie concrète d'avoir un boulot puis de se trouver une... Mais ça a été une fondation hyper importante pour la suite de ma carrière que je n'aurais pas réussi si j'avais pas eu cette fondation-là. Voilà. Mais là, vous parlez de, vous avez terminé l'université, la maîtrise et tout. Vous êtes engagé où? Vous faites quoi après? Vous vous mettez à écrire Amos ou qu'est-ce qui se passe entre ça? Non, moi j'étais professeur. Donc, okay. j'ai enseigné au primaire, secondaire, cégep. Oh. Et le plus longtemps avec la maîtrise, c'est que j'ai enseigné au cégep. Okay. J'enseignais le théâtre et le français. Donc, c'est ça que je faisais. Et j'avais écrit des romans déjà parce que je m'intéressais au genre. Des romans qui avaient connu un succès un succès d'estime. Okay. Un succès d'estime, ça veut dire que les journaux en parlent, la télévision en parle, la radio en parle, mais qu'il n'y a personne qui les achète. Et un jour, l'éditeur chez lequel je publiais a dit « J'aimerais ça lancer une série mythologique, fantastique, médiévale, entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Ça te tenterait-tu d'essayer? » Puis j'ai dit « pourquoi pas? » Puis en me fiant sur le fond que j'avais en mythologie, j'ai écrit la série Amos d'Aragon. Et c'est comme ça que ça a continué jusqu'au moment où j'ai pris des congés sabbatiques qu'on appelle au cégep. Jusqu'après un an et demi où on m'a dit t'enseignes-tu ici, toi, ou t'enseignes plus ici? C'est à quoi j'ai répondu, j'enseigne plus ici. Oh! J'écris des livres. Et là, l'écrivain est vraiment, comme on dit, là, vous étiez sur votre X. Ouais, j'étais sur mon X, j'étais sur... En fait, j'ai découvert dans ma vie, là, j'ai 52 ans, j'ai commencé à écrire à 27 ans. Les Amos, ça arrive vers 33 ans, 32, 33 ans. J'ai découvert que le sens de ma vie, moi, puis tout le monde a un sens de sa vie,
J'aimais beaucoup l'enseignement, mais c'était pas ça. Puis j'ai fait d'autres choses, puis c'était pas ça nécessairement. C'était la culture. Tout ce qui touche à la culture. Que ce soit les spectacles, que ce soit la mise en scène, que ce soit le théâtre, que ce soit l'enseignement, et tout ce que j'ai fait qui touchait la culture, ça avait un écho, puis ça fonctionnait. Tout ce que j'ai essayé dans le reste, ça a toujours foiré. Avec les succès que j'ai eu, j'ai eu de l'immobilier, ça n'a pas marché. J'ai eu un restaurant, ça n'a vraiment pas marché. J'ai essayé plusieurs affaires. Puis, je me suis pété la gueule à ben des places, et toutes les places où c'était pas la culture, ça marchait pas. Fait que là, j'ai compris à un moment donné, je me suis dit, arrête, culture, hey, écoute, les arts visuels, tout ça m'intéresse, mais dans une optique de gestion et de promotion de la culture. Voilà. Mais vous avez essayé, mais là, c'est vraiment génial. Là, vous avez essayé l'immobilier, vous avez été restaurateur. C'est des coups de tête ou c'est ça me tente, mon ami fait ça, je vais le laisser moi aussi. Je me dis, ouais, comme artiste, on se dit souvent, il faut diversifier ses affaires. T'sais. Puis diversifier ses affaires, ça voulait dire essayer d'autres choses dans d'autres domaines, dans d'autres sphères. Fait que je l'ai essayé pour m'apercevoir que ça sert à rien de diversifier ses affaires quand t'es pas bon dans ces affaires-là. Parce que tout ce que tu fais, c'est pas de diversifier, c'est de créer des problèmes. T'sais. Puis fait qu'à un moment donné, tu sais, quand t'es bon dans la vie pour faire quelque chose, peut-être 2-3 affaires, moi je suis bon pour faire une chose, la culture. Bon, c'est tout. Puis c'est ce qui m'intéresse vraiment. Mais tu peux être bon pour faire 2-3 affaires, mais tu peux pas tout faire et tout bien réussir dans la vie. Tu sais, moi, je peux pas. D'ailleurs, tu sais, j'essaye. Tu sais, je vais vous dire, j'essaye de travailler manuellement. Mais j'ai tellement aucun talent, c'est effrayant. Je comprends le principe. Non, mais je comprends comment, mettons, on change un tuyau. Je comprends, je suis intelligent, ça va. Mais je suis pas capable de le faire. Tu sais, je sers pas assez, j'ai oublié si je. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on est fait dans la vie pour faire des choses. Je pense qu'on a un chemin pour aider les autres, pour servir sa communauté, tout ça. Puis quand on l'a trouvé, il faut y aller là-dedans, tu sais. Moi, j'ai pas réussi en restauration, mais j'ai un ami, moi, qui est restaurateur, qui a une chaîne de restaurants. Ça marche. Mais pourquoi? Parce que c'est sa vie. Puis c'est ça qu'il aime. Puis en fait, puis il y a une chaîne et puis ça. Il y a oui, puis c'est ça. Il y a ce qu'il faut à l'intérieur, tu sais. Puis je suis en admiration, je me demande comment il fait pour passer sa vie dans cet enfer-là, tu sais, parce que pour moi, c'en était un. Puis les cuisines, puis les inspections, puis la MAPAC, et puis le tout, puis les employés qui partent, puis qui reviennent, puis oh my God, comment il fait? Je ne sais pas, mais ça, c'est sa vie, tu sais, puis lui, il aime ça, fait que voilà. Monsieur Perrault, durant votre, il va y avoir deux aspects à ma prochaine question. La première, c'est les difficultés que vous avez pu rencontrer, soit dans votre jeunesse, soit dans votre choix de carrière, soit même dans votre carrière d'écrivain et tout ça. J'ai mis le mot fantastique parce que est-ce que c'est, bon, peut-être que ma question va avoir 3 volets finalement, mais est-ce que c'est plus difficile de percer dans le fantastique que dans le, je vais dire le réel, là? Pierre s'en va dans la forêt, il rencontre un loup, et bon. Et ça, c'est la première et le premier et deuxième aspect. Le troisième, qui vous a inspiré? On va commencer par vos difficultés, là. Quelles difficultés vous avez rencontrées quand vous étiez jeune, par exemple? Est-ce que vous en avez eu? Et comment vous avez fait pour vous sortir de ça? J'en ai eu plein de difficultés, notamment à l'école. Tu sais, moi, je suis un étudiant moyen. Tu sais. Moi, je suis un 70%. 70% primaire. Je suis moyen. Puis on va dire, peut-être 75 en français, là, pas plus. Tu sais. Dans tout, je suis vraiment, vraiment moyen. J'ai rien de spectaculaire. Et curieusement, plus j'évolue, moins j'ai de difficultés.
Tu sais, secondaire, je passe ça avec ça sur 70-75%, tout ça. Puis là, je vais au Portugal, puis évidemment, là, c'est pas pour les notes, mais j'apprends la langue et puis tout ça. Puis quand je reviens au cégep, hey, là, ça roule, tu sais, je suis j'étudie dans un programme qui s'appelait psychologie, puis tout ça. Puis là, je fais du 80%, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Puis après ça, je vais à l'université, je fais mon bac, tu sais. Puis là, je fais du 90%, tu sais. Puis je suis en maîtrise, puis après ça, je fais du 95% à côté. Pourquoi? Ben, parce que plus j'évolue, plus je vais vers ce que j'aime, bien que j'ai connu plusieurs choses. Et plus j'aime une chose, plus je le comprends facilement. Plus je le comprends facilement, plus j'y mets du cœur. Plus j'y mets du cœur, plus j'y mets de l'attention. Plus j'y mets de l'attention, meilleures sont mes notes. Puis c'est comme ça. J'ai eu plusieurs difficultés aussi dans ma jeunesse parce que mon père est entraîneur sportif. Puis moi, j'ai nagé 1 000 de natation à l'âge de 5 ans. J'ai couru le marathon de Montréal, 42 km, à l'âge de 12 ans. Ouais, j'ai fait ça. Et n'étant pas de nature sportive, n'ayant pas ce type de personnalité, on le voit bien puisque j'ai réussi en écriture. Ben à ce moment-là, ça fait une jeunesse pour moi qui est assez malheureuse. Parce que je suis soumis constamment à des entraînements, à mon père qui me pousse, à sa volonté de me voir me dépasser, d'aller plus loin, et ça me... Puis mon père était autoritaire, un peu dictateur, tu sais. Fait que ça m'emmène à quoi? Ça m'emmène à avoir une enfance qui est très solitaire, où j'ai pas beaucoup d'amis, où je fais beaucoup de routes. Tu sais, le type d'activité de mon père, là, fantastique, là, c'était de dire OK, on fait dimanche père-fils, on va aller manger chez le McDonald's. Fait que je suis bien content de ça. Sauf que le McDonald's, il y en a un qui est à Trois-Rivières. Moi, j'étais à Shawinigan. C'est à 44 km. Fait qu'on y va en vélo. Non. Puis on vient. Oui. Ça, c'était le type d'activité père-fils. OK. Je mangeais un McDo. On revient à vélo. 44 km aller, 44 km retour. Ça, c'était un dimanche d'activité père-fils. Quand j'avais 10 ans, tu sais, 11 ans. Ouais, fait que, tu sais, on voit que, tu sais, moi, à 15 ans, je jouais sur l'équipe de basketball du Québec cadet 3A au niveau cadet, mais à travers la province, tu sais, fait que tout est aligné vers le sport, alors que moi, je n'étais pas sportif à la base. Tu sais. Fait que ça a été très dur pour moi, et quand je repense souvent, cette enfance-là que j'ai pas eue a été quand même assez difficile. Et vous avez, j'imagine que c'est quand vous êtes parti de la maison, après ça que ça a été, est-ce que le Portugal a été une porte de sortie? J'ai toujours dit que le Portugal m'a sauvé la vie. Parce que j'étais de Shawinigan, je connaissais pas grand-chose, j'avais pas vu grand-chose. Je suis arrivé à 17 ans, de 17 à 18 ans à Lisbonne. Ville millénaire de culture, avec un peuple, une culture, une densité, puis une mythologie hallucinante sur les chevaliers, les teutons, les créatures de la mer, le fado, qui est la musique traditionnelle. Moi, j'ai été complètement submergé par cette année-là, où j'ai appris une autre langue, où j'ai pu faire ce que je voulais être seul, où je me suis vraiment épanoui. Puis tellement qu'à l'âge, je suis revenu à l'âge de 18 ans, j'étais un adulte. Et quand je suis revenu, mon père a dit, ben écoute, Fernand, t'es parti, on va mettre tes souliers, on va aller courir un peu, tout ça. Et j'ai dit non. Et il était assis, il m'a dit, j'ai dit non. Et il m'a dit, c'est la dernière fois que je te le dis. J'espère, parce que c'est non. Et là, j'ai quitté ce monde-là pour la culture, pour vraiment aller dans ce qui m'intéressait.
choix que je n'ai jamais regretté par la suite. Et je parlais des difficultés tantôt. Comme écrivain, j'imagine que vous en avez des difficultés. Vous en vivez des difficultés comme écrivain. Quelles sont-elles? Puis comment on fait pour se sortir de là? Mais il y a plusieurs difficultés quand on est écrivain. Tu sais, écrire un récit, c'est pas facile, là. Tu sais, c'est pas s'asseoir puis attendre l'inspiration et ça. Non. Tu sais, écrire un roman, c'est faire entre 1000 puis 1500 mots par jour sur 3 mois. C'est se lever le matin, c'est se botter le derrière, c'est essayer de trouver de l'inspiration. Parce que des matins, ça me tente pas. Puis tu sais, quand j'ai écrit La série Amos d'Aragon, j'écrivais 3 romans par année. Je faisais tous les salons du livre, 350 conférences dans les écoles par année. Tu sais, là, à un moment donné, bon. Oui, et les difficultés, c'est envers soi-même. Mais heureusement, je viens d'un milieu sportif, fait que je connais la discipline. Et je sais qu'un effort prolongé donne des résultats. Donc, si on fait 1000 mots par jour sur 45 jours, on a un Amos d'Aragon. Il faut juste faire 1000 mots par jour, comme un entraînement. Donc, ça m'a vraiment aidé, cette culture-là du sport. Mais les difficultés sont toujours envers soi-même, envers sa propre paresse, parce que le cerveau, lui, tout ce qu'il cherche, c'est avoir la vie la plus facile possible. C'est ce qu'il veut, le cerveau. Comme le corps, tu sais, s'entraîner, partir à la course, oh mon Dieu, quel bienfait quand tu reviens de l'effort sportif, t'es heureux, c'est bon de partir, oh mon Dieu. Se mettre à écrire, oh mon Dieu, ça te tente pas. Mais il faut passer par-dessus ça. Fait que la difficulté première, c'est ça. Puis ensuite, se battre avec soi-même, son récit, ses personnages, revenir en arrière, puis, somme toute, à la fin, corriger. Oh. Et là on peut en parler longtemps à nos élèves et nos étudiants. Là. Quelle horreur. Vous n'aimez pas ça? Corriger. Mais non. Parce que là, tu as écrit déjà, le fun, c'est d'écrire, puis après ça, il faut que tu reviennes là-dessus. Tu sais, OK, machin, tu vois. C'est bien dit, c'est pas bien dit. Ça prend-tu un S, ça prend-tu pas de... Ouais, OK, ouais, dans ce forme-là. Et là, c'est... Mais là, la correction n'est pas terminée parce que je parlais avec Catherine Bourgault, qui est ma cousine et qui a écrit les Oh My God, qui écrit pour adultes aussi. Elle disait que lorsqu'on envoie le manuscrit ou le livre à la maison d'édition, il revient, le livre. Il peut revenir 2-3 fois. C'est ça. Non, il revient 3 fois. Tu l'écris, là, tu l'as corrigé. Puis des fois, moi, ce que je fais, c'est que je réécris mes romans. Tu sais, je l'écris une première fois, puis je réécris à cause je refais. Tu sais. Donc là, c'est comme une première correction, j'en fais une deuxième, une troisième. C'est bon, je l'envoie à la maison d'édition, puis là, je fais ouh, c'est fini, machin. Puis là, il y a un correcteur qui prend dessus, qui revient, puis là, ça revient. Puis là, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge. Je fais, ouais, c'est pas nécessairement des fautes d'orthographe. Parfois, ça arrive. Des coquilles, mais je sais pas si ça, je sais pas si ça c'est bien expliqué, je sais. Puis là, tu fais, ok, c'est sûr. Tu sais, l'avantage, tu peux te dire de façon orgueilleuse, non, c'est bon, puis ça va être ça, puis non, faut t'écouter. Faut t'écouter les autres. Faut que tu aies l'humilité de dire, OK, ils ont peut-être raison. Puis des fois, tu sais, si t'as un orgueil, un peu l'humilité de se plier à la vision de l'autre et l'écouter, c'est un exercice difficile. Parce qu'en passant, si c'est clair pour la personne qui reçoit votre manuscrit, ça ne sera pas nécessairement clair pour votre public cible. Ben non, ce qui est clair pour soi, c'est si tu l'as mal exprimé. Toi, pour toi, c'est bien exprimé, mais elle qui le reçoit, c'est la communication. Tu sais, moi, je suis un émetteur, ça s'en va chez un récepteur. Pour que ça ait du sens, il faut que le récepteur le comprenne. Sans ça, l'émetteur, c'est dans le vide qu'on travaille. Là. Fait que là, il faut avoir Fait que là, on recorrige. On recorrige des fois 2, 3 fois, puis après ça, il y a les avant-impressions, dernière révision. Fait que tu sais, quand tu as lu ton texte, quand tu l'as écrit, quand tu l'as relu 3 fois, quand tu l'as envoyé, puis quand tu l'as corrigé 3 fois, quand il arrive à la fin, là, tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, est-ce que vous relisez vos romans? » Non. Tanné des livres. J'ai carré cette histoire-là. Tanné des livres. Monsieur Perrault, est-ce que vous êtes beaucoup dans le fantastique, est-ce que
Ben, premièrement, est-ce que c'est difficile de percer dans ce milieu-là de l'écriture en écrivant du fantastique? Pas en écrivant du fantastique plus qu'autre chose. Écrire des livres, c'est difficile. Percer, c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui arrivent sur le marché. Tu sais, le Québec reçoit entre 40 et 44 000 nouveaux titres par année. Wow. Ça veut dire, tu sais, mettons, Pierre, vous allez acheter un livre, mettons, je veux dire, vos élèves, là, tu sais, je parle de vos élèves, là, mettons, vous avez 20$ pour acheter un livre. Vous allez dans une librairie, n'importe quelle, rentrez dans n'importe quelle librairie, regardez le nombre de titres que vous avez. Si vous n'avez jamais entendu parler d'un auteur, vous ne savez pas ce qu'il fait, vous ne savez pas ce qu'il écrit, il y a le choix, là. Il y a de la poésie, il y a de la bande dessinée, il y a des livres de recettes, il y a des biographies, il y a des romans d'aventure, il y a des grands classiques. Il y a, mais plus il y a de livres, ça ne nous donne pas plus d'argent pour acheter. Ça nous donne plus de choix. Ouais. C'est bien pour l'acheteur. Ça ne donne pas plus d'argent. Donc, il y a beaucoup de livres qui sortent. Et faire son chemin et trouver sa place là-dedans, c'est difficile, que l'on fasse du fantastique ou que l'on fasse autre chose. Ce qui fait maintenant qu'un livre fonctionne par rapport à d'autres, c'est une série de circonstances qui font que tu gagnes au bingo ou tu gagnes pas. Tu as les bons chiffres et les bonnes lettres au bon moment, puis là, ça fonctionne, ce qui est arrivé dans le cas. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré au courant de votre vie, là, que ce soit là quand vous étiez jeune ou plus vieux ou plus adulte, ou est-ce qu'il y a des personnages marquants chez vous? Ben, j'ai beaucoup de professeurs qui m'ont inspiré. Denise, mon professeur de secondaire 3, c'était 3, secondaire 3, il y avait un concours d'écriture à la commission scolaire de la Mauricie. Puis Denise m'a dit, tu devrais participer. Denise, c'était une, tu sais, dans le temps, il y avait des anciennes religieuses qui enseignaient. Ça en était une, tu sais, elle était toujours habillée en bleu. Elle avait cette petite croix-là. Puis elle mesurait, je pense qu'elle mesurait pas 5 pieds. Puis elle était frisée, puis bien serrée. Puis elle avait des grosses lunettes. Puis tu sais, moi, dans ce temps-là, moi, là, je mesure 6 pieds 3, tu sais, mais dans ce temps-là, je mesurais déjà 5 pieds 11, 5 pieds 10, tu sais. J'étais un grand flambeau. Puis je me rappelle que la petite me disait, tu devrais participer au concours, toi. Il y a quelque chose. Puis j'aimerais savoir ton texte la semaine prochaine. Je disais, ouais. Puis elle a insisté, tu sais. Puis jusqu'aux menaces. Mon professeur me menaçait. 5 et 1, 110 livres, me menaçait. Et j'ai finalement remis un texte que j'avais travaillé. J'ai gagné le concours et j'ai publié mon premier texte en secondaire 3 dans un livre de la commission scolaire. Elle avait vu ce qui était en moi que je ne savais pas. C'est ça la force d'un professeur aussi. C'est de voir ce qu'il y a dans ses élèves. J'ai eu beaucoup de professeurs qui m'ont, notamment à l'université, j'enseignais, j'étais en enseignement, puis j'en ai un qui m'a dit, parce que j'essayais fort, il m'a dit, Brian, arrête, enseigne pas ce que tu sais, enseigne ce que t'es. Si t'es passionné, c'est ça que tu vas communiquer. La passion, parce qu'il dit, te rappelles-tu de la matière qu'on t'a enseignée au primaire et au secondaire? Ben, j'ai dit, la matière, oui. Non, c'est vrai parce que tu l'as intégré. Te rappelles-tu des professeurs qui t'ont motivé, qui étaient passionnés? Je dis, ben oui, je me rappelle d'un tel, je me rappelle de M. Laure en français, je me rappelle d'un tel, je me rappelle de ça. Ben, c'est ça qu'on retient. C'est pas la matière, c'est la passion pour la matière. J'ai fait, ok, c'est ça. Fait que, tu sais, Georges, ça. Puis, j'ai eu une chance exceptionnelle. Moi, j'avais un auteur fétiche. Quand j'étais jeune, qui s'appelait Henri Verne, qui a écrit une grande série qui s'appelait Bob Moran. Puis un jour, alors que j'avais dans la quarantaine, j'ai reçu un livre d'un ami pour ma fête, c'était une Bob Moran, une réédition, puis tu pouvais joindre le club Bob Moran. Alors j'ai joint le club Bob Moran à Bruxelles, en Belgique. Puis un jour que j'allais faire des signatures en Belgique, à Londres et puis à Paris, j'ai écrit au club leur disant, ben, je sais que M. Verne a 92 ans, l'auteur.
quelque part dans une librairie, j'aimerais ça faire signer mes livres, tu sais. Et le président du club là-bas m'a écrit, m'a dit, j'en ai parlé à Henri, parce que Henri Verne, il le connaissait bien, j'en ai parlé à Henri, et Henri vous invite à prendre un café chez lui. J'ai failli mourir, failli faire une crise cardiaque. Et je suis allé chez Henri Verne, qui avait 92 ans, il m'a reçu chez lui. Puis on a parlé, puis ensuite, ben moi, je suis devenu éditeur. J'ai eu la chance ensuite de l'éditer, puis d'éditer des Bob Moran aussi. Puis Henri est devenu un ami, puis aujourd'hui, Henri a 101 ans. Il est toujours à Bruxelles. Et là, je parle moins parce que c'est plus difficile, mais il a resté, pour moi, Henri Verne est resté un mentor qui a eu, à un moment de ma vie, ça a fait une grande différence parce que c'est grâce à lui que j'ai continué la série Amos Aragon, qui s'appelle Le Sanctuaire des Braves. J'ai fait 3 livres, sur lesquels la série télé va sortir en septembre. Fait que sans Henri, j'ai pas de suite là, puis j'ai pas de série télé. Fait que vous voyez comment que ça fonctionne. Ça fait qu'Henri est un grand mentor. Wow! Dans tout job qu'on a, il y a quelque chose qu'on aime, puis il y a quelque chose qu'on n'aime pas, mais qu'on est obligé de faire. Je pense que ce que vous aimez le moins, là, vous en avez parlé un peu tantôt. Je pense qu'on va parler de la correction. Mais vous êtes aussi, vous faites des pièces de théâtre, vous avez monté des spectacles, peut-être aussi qu'il y a des parties dans ce bout-là que vous aimez moins. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans le travail que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Dans tout travail de création, ce qu'on aime le plus, c'est la création comme telle. Ce qui est le plus plaisant, c'est de commencer un projet. C'est de dire, OK, qu'on soit en théâtre, qu'on soit dans un spectacle, c'est de monter quelque chose, de réunir une équipe ou de réunir ses idées. De ça pour mijoter le projet, ça, c'est ce qui est le plus fantastique. Le plus difficile, c'est quand on arrive à la moitié du projet. La moitié du projet, il y a toujours un down qui se fait. Où là, on doute. Et le plus difficile, c'est de être capable de passer par-dessus le doute. Parce que toutes les bonnes idées qu'on a eues au départ, après tant de temps, elles nous apparaissent complètement surfaites ou ça marche pas. C'est parce qu'on remet tout en doute. Oui, bien parce que aussi, ça fait plusieurs mois que vous travaillez après ce projet-là, puis là, ça fait comme me semble que mon idée est moins bonne qu'elle était au début. Voilà, c'est du déjà vu. Nanana. Et là, on négocie avec l'abandon. Wow. Et ça, c'est difficile. Négocier avec l'abandon. Parce qu'il y a quelqu'un en arrière qui n'arrête pas de te dire c'est pas bon. Ça ne marchera pas. C'est pas intéressant. Mais attendez, bougez pas. Il y a quelqu'un, physiquement une personne, ou c'est vous qui vous parlez en disant c'est pas bon? Quand vous dites qu'il y a quelqu'un en arrière, c'est des gens qui essaient de vous, pas nécessairement de vous décourager, mais qui disent qu'ils vous aiment tellement que va-t'en pas là-dedans, c'est pas bon. Est-ce que c'est quelqu'un ou c'est vous qui vous parlez? C'est personnellement, et c'est aussi des gens qui vous disent ça. Pensez-vous que, quand j'ai dit à ma famille, mes parents, que j'allais étudier en théâtre, pensez-vous qu'ils ont sauté de joie? Ils ont fait, ouais, mais mon gars, tu gagneras jamais ta vie avec ça. Ouais, mais as-tu bien pensé? Ouais, mais tu vas avoir une vie de misère. Ouais, il y a personne qui m'a jamais dit, ouais, mais si c'est ça qui te rend heureux, fais-le. Parce que l'important dans la vie, c'est d'être heureux. C'est tout. Et jusqu'à présent, je peux dire que j'ai fait les bons choix. Alors, il y a tout l'entourage qui te juge, puis qui veut te dire, ben, fais pas ci, fais pas ça, fais ça, va à droite, va à gauche, tout ça. Puis il y a toi-même qui, là-dedans, te dit, ben, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Et on se juge beaucoup, et on se juge par les autres aussi, qui nous regardent, puis en même temps, ça fait que dans n'importe quel projet, il y a les autres et il y a nous aussi, et c'est ces voix-là, c'est ce que j'appelle négocier avec l'abandon, c'est ces voix-là qui sont toujours constantes et qui martèlent leur message. Il faut réussir à passer au travers. Je pense que c'est la plus grande difficulté. Quand on crée ou qu'on fait n'importe quoi ou qu'on s'en va dans n'importe quel domaine, parce que
Tu sais, les gens, tu vas en théâtre, tu gagneras pas ta vie. Ouais, mais si tu t'en vas comme dentiste puis t'aimes pas ça puis t'es pas bon, tu gagneras pas ta vie non plus, tu sais. Ouais, mais si tu fais plombier puis t'haïs ça, ben t'en auras pas de clientèle. Non. Puis tu gagneras pas ta vie. Fait que l'important, c'est de trouver une voie dans laquelle on est heureux. Puis tous les jours, on se lève et on fait « Yes! C'est ça aujourd'hui! » Autrement, la vie n'a pas de sens. On va y aller rapidement, il reste quelques minutes. On va y aller avec quelques questions en rafale. OK? Monsieur Perrault, printemps ou automne? Printemps, parce que j'ai une cabane à sucre, puis je fais les sucres, moi, chaque année. Puis cette année, j'ai fait à peu près 40 litres de sirop. Puis même dans le confinement, j'ai fait ça tout seul, puis c'était bien wow. Printemps. Une gâterie que vous vous payez de temps en temps? Ouais, moi, moi, j'étais un fan de sirop d'érable. Hein. Fait que puisque j'en fais, pas mal à tous les soirs. Un petit cuilleré? Tu sais, sirop d'érable. Alors, non, mais tu sais, sirop d'érable avec, tu sais, 2-3 affaires dans un plat. Tu sais, le sirop d'érable, là, c'est Parlant de sirop d'érable, moi, mes parents viennent du bas du fleuve, du coin du Saint-Jean-Port-Joli, et eux autres, ils mangeaient de la tortière, ce qu'ils appellent là-bas, ben, c'est le pâté à viande pour d'autres, mais ils mangeaient ça avec du sirop d'érable. Avez-vous déjà essayé ça? Oh oui. Et ils ont beaucoup de goût. Parce que quand je vais chez des amis puis on mange du pâté à viande, je fais comme il est où ton sirop d'érable? Tu sais, c'est du ketchup qu'on mange avec ça. Je dis non, t'as pas compris. Il y a quelque chose qui manque à ta culture. Non, t'as pas compris. Oui, je comprends très bien cette. Ah non, c'est tellement fantastique. Sirop d'érable est ma. Votre film culte, un film que vous pourriez regarder là, 50 fois. Ça s'appelle The Return of the Killer Clowns. Le retour des clowns tueurs. Complètement débile. De clowns qui viennent de l'espace. Puis les secours volants, c'est des chapiteaux qui descendent. Puis ils sortent, puis ils prennent les gens, puis ils les enroulent dans de la barbe à papa, tu sais, pour les manger plus tard. Puis la seule façon de les tuer, c'est de leur tirer sur le nez. Et quand ils touchent sur le nez, ils font pouf, puis ils disparaissent en confetti. C'est moitié horreur, moitié. Ça me fait tellement rire à chaque fois. Puis c'est un film complètement débile. Le retour des clowns tueurs. Je vous conseille ça, c'est un vieux film complètement débile. Puis ils ont des dents, les clowns. je vais aller voir ça, Si vous aviez, si vous pouviez revenir dans le passé, où est-ce qu'on serait et qu'est-ce que vous changeriez? Je changerais peut-être tous les investissements que j'ai faits qui n'étaient pas en culture. Je changerais peut-être ça. Autrement, je retournerais l'année que j'ai vécu au Portugal, de 17 à 18 ans, connaissant l'importance aujourd'hui que ça a pour moi, pour l'apprécier davantage, parce que je l'ai apprécié, je l'ai aimé, mais ça a tellement changé ma vie que j'essaierais encore de mieux apprendre, de mieux m'intégrer à la culture, de mieux faire les choses. J'essaierais de devenir, je pense, meilleur là-bas que j'ai été. D'en profiter encore plus que vous en aviez profité. Ouais, d'en profiter encore plus parce que ça a changé ma vie, puis ces souvenirs-là sont tellement marquants, puis c'est peut-être que j'en ferais ça. Avez-vous un projet là démesuré, là? C'est un rêve de fou, est-ce qu'on pourrait vous dire, vous avez carte blanche, vous avez tout l'argent dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous faites avec ça? Quel projet vous menez avec ça? Le rêve, j'ai pas nécessairement de rêve fou. J'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie. À Boss d'Aragon, avec les traductions, ça m'a amené une aisance financière. Fait que j'ai pu pas mal faire ce que je voulais. J'ai pas envie d'aller dans l'espace, j'ai pas envie de faire ces trucs-là.
Cependant, si, mettons, on me disait, écoute, Brian, t'as un projet, je suivrais quotidiennement la grande migration des gnous qui part du Kenya ou de la Tanzanie qui s'en va jusqu'au Kenya pour suivre ce phénomène-là naturel. Moi, je suis un fan des oies sauvages que je vois, puis du parcours qu'ils font, puis tout ça. Puis je trouve les créatures qui font des migrations fantastiques et c'est inscrit dans leur ADN et tout ça. Et j'aimerais suivre au quotidien, je ne sais pas de quelle façon, la grande migration des gnous africains. C'est déprimant, hein, mes rêves, mais ce serait ça. C'est pas déprimant, c'est découvrir, là. Vous apprenez plein de choses, mais ça n'a pas rapport avec la culture. C'est ça. Ben, en fait, bon, oui, c'est de la culture parce que non, mais tu sais, je ferais rien d'autre les suivre, là, tu sais, fait que je suis, c'est un peu comme, tu sais, j'ai une grande passion pour le hockey. Je suis actionnaire des Cataractes de Shawinigan. Tu sais, c'est mon club, là. Oui, je fais partie des actionnaires du club, on est 16. Mais tu sais, c'est pas de la culture, c'est du hockey, parce que j'aime le hockey, mais je fais rien là-dedans, là. Tu sais, je veux dire, je suis un actionnaire, mais c'est tout le monde, on a du monde qui gère le club, qui font ça, tu sais. Fait que moi, je fais semblant, tu sais, je suis là, puis je fais, oui. On va faire tel échange. Oui. On va, oui. Qu'est-ce que vous pensez de je fais, super. Puis je regarde le match. Alors, puis je suis un amateur de spectacle. Alors, le hockey pour moi est un spectacle. La grande migration des gnous pour moi est un spectacle. C'est peut-être là. Voilà. Monsieur Perrault, c'est déjà la fin. Auriez-vous un petit mot pour nos jeunes primaires, secondaires? Un conseil qu'on pourrait leur donner? Ouais. À votre âge, on ne sait pas l'école à quoi ça sert. Puis on se dit que si je fais là, puis pourquoi je suis là, pourquoi je fais des mathématiques, puis pourquoi tout ça. Puis on ne sait pas à quoi ça sert, puis on a envie de tout sacrer là, puis de passer sa vie à faire autre chose, puis tout ça. Et la seule chose que je vais vous dire, c'est que vous n'en avez pas encore conscience, puis vous ne le savez pas encore, puis c'est bien plate, mais tout ce que vous faites là, ça sert de fondation. Et plus votre fondation va être solide, plus la maison que vous allez faire de votre vie ensuite, que vous allez appuyer sur la culture et l'éducation, va être solide, va être grandiose. L'école, ça sert à ça. Rien qu'à ça, à se faire une fondation, à créer son esprit pour pouvoir accueillir ensuite ce que vous voudrez et rendre votre vie exceptionnelle. Et moi, j'ai une vie exceptionnelle grâce à ce que j'ai fait, puis au choix que j'ai fait, puis à l'école, puis ça. Puis une vie, on en a rien qu'une. Faut pas la rater. Puis il faut se donner le maximum de chance pour justement que ces fondations-là soient solides, pour après ça qu'on ait une vie où on soit heureux, parce qu'à la fin, il y a vraiment rien que ça qui compte. Parce que tout l'argent que vous allez ramasser, tout l'argent, vous partirez pas avec. Fait que tout ce qui va vous rester, c'est le bonheur d'avoir vécu cette vie-là. Et pour ça, il faut que vous ayez des assises qui soient solides. Et je veux revenir sur 30 secondes sur ce que vous disiez. Vous disiez que vous étiez un élève moyen, mais c'est selon les standards du système d'éducation d'aujourd'hui. Tu sais, moyen, 70, OK, vite de même dans les notes, ça peut être moyen, mais en tant que personne, on n'est pas moyenne. Non. C'est parce que je dis ça. On pense souvent que les gens qui ont des carrières exceptionnelles ont été des étudiants ou des élèves exceptionnels. Non, je suis un gars bien ordinaire. Là, tu sais, je suis ordinaire. Puis, t'as pas besoin d'avoir des scores puis des exceptionnels pour ensuite avoir une vie exceptionnelle. C'est ça que je veux dire. Tu sais, moi, je suis un enfant dans la moyenne, dans la très grande moyenne. Mais ensuite, j'ai fait quelques bons choix par rapport à ma vie, à mon existence, qui ont fait ensuite que ma vie est devenue quelque chose d'exceptionnel. Tu sais. Donc, ce qui détermine ce qu'on est, c'est les choix qu'on fait. Voilà. Pour terminer, vous avez une page Facebook, M. Perrault, est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui. Il y a Perrault Éditeur aussi, qui est le site Internet de votre maison d'édition. Quels sont les nouveaux projets, là? On peut savoir des scoops
La série télé Amos d'Aragon, enfin, on a eu le financement. J'ai vu les premiers épisodes, ça sort en septembre. Là, Wow. 2020 sur les ondes de Radio-Canada. Il y a les 13 premiers épisodes, on est en train d'en travailler 23 autres. Wow. Ça s'appelle Amos d'Aragon, porteur de masque. C'est la suite des aventures d'Amos d'Aragon. C'est vraiment le fun, c'est bien dessiné, les histoires sont vraiment très bonnes. Puis, fait que là, c'est le travail présentement que je fais. Je suis passé de la littérature à la télévision et je suis très heureux de voir ça parce que ça fait, tu sais, quand je dis d'être persévérant, qu'Amos d'Aragon, c'est un gros succès. Puis ça fait au-dessus de 10 ans que je travaille cette série-là pour avoir du financement, tout ça. Fait que même quand on a du succès, des fois, ça prend du temps avant que les choses, ça paraisse. Faut pas lâcher. Le succès dans les livres n'est pas garant du succès ailleurs après. Il n'y a rien qui est garant de rien. Mm-hmm. Simplement le travail. Monsieur Perrault, merci beaucoup de votre générosité. Là, les gens le savent pas, mais on est dimanche matin. C'est vraiment génial d'avoir passé 30-40 minutes avec vous. Merci, vous êtes vraiment très généreux. Je fais le petit montage, puis ensuite, je vous envoie ça. On dit un beau bonjour à nos étudiants et aux gens qui vont nous écouter. Merci, je n'ai pas d'autre chose à dire. Vous êtes exceptionnels. Merci beaucoup. Merci, puis bonne route.